Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas vraiment de hasard. J'ai commencé à faire ce métier parce que ma préoccupation, c'était de comprendre comment diffuser la poésie. Je venais de gagner un prix de poésie et de publier un livre chez un tout petit éditeur. Et en France, la poésie, ça ne marche pas. Du coup, moi, mon parcours, ça a été justement d'essayer de comprendre comment, à travers toutes les communautés de lecteurs, des communautés sociales, en fait, qui se créaient sur le web, on pouvait essayer de rendre cette poésie vivante. Alors après, j'ai bien sûr élargi au livre dans son ensemble. Je vais essayer de vous amener avec moi dans tout ce que j'ai essayé de comprendre autour de ces lecteurs sociaux, donc ces gros lecteurs qui parlent beaucoup du livre sur le web, qui s'immergent, qui se rencontrent et qui ont des figures comme ça, qui sont, on les appelle les influenceurs aujourd'hui, qui finalement semblent dicter la recommandation du livre aujourd'hui. Ah oui, c'est à moi de le faire. Oui, je suis très maladroite, hein, vous allez voir. Hop. Alors, je vais essayer de vous faire une présentation en 3 temps. D'abord, j'aimerais revenir sur tout ce qui est communauté et influence, parce qu'on en parle partout, mais en fait, il y a vraiment des réalités différentes derrière ces mots, donc j'aimerais bien juste passer un petit temps avec vous là-dessus. Et après, je vais vous revenir en fait sur tout ce qui est évolution de la recommandation. Donc l'histoire dans une perspective un peu sociologique de la recommandation littéraire, et ensuite sur les tendances qui sont en train de se dessiner actuellement. Donc ça, j'en ai pas encore parlé sur l'actualité. Hein, voilà. Et après, si j'ai le temps, mais je crois que c'est un peu réduit, j'essaierai d'aborder quelques pistes pour renforcer les nano-influenceurs qui sont quand même en nombre au Québec, même si pour l'instant ils ont des communautés restreintes. Il y a des choses qui ont été faites dans le monde francophone européen qui peut être intéressant à appliquer aujourd'hui, ici. Donc la notion de communauté. On parle souvent de la communauté d'un auteur. On parle de la communauté d'un éditeur. On parle aussi de cette communauté de lecteurs en particulier, par exemple la communauté de lecteurs des Young Adult Book Addicts. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. C'est des choses très différentes à mon sens. Sur une page Facebook, un éditeur n'a pas vraiment de communauté. Il a un lectorat qui vient finalement chercher de l'information, un accès différent au livre. Mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une communauté, parce que tout simplement, les membres de cette communauté, enfin les membres de cette page Facebook, en fait, ne discutent pas entre eux. Du moment où il n'y a pas d'interaction et il n'y a pas de lien relationnel qui se crée entre les personnes, il n'y a pas de communauté. Moi, je me fie en fait à une définition de 2 sociologues français que j'aime beaucoup et qui étudient en fait tout ce qu'on appelle le tribalisme et le communautarisme. Et c'est très actuel aujourd'hui pour analyser ce qui se passe sur le web. Ce sont Bernard Kova et Michel Maffezoli. Et ils disent en fait qu'il faut 3 choses pour qu'il y ait vraiment communauté. Il faut qu'il y ait de très forts liens émotionnels entre les membres. Il faut qu'il y ait une passion partagée. Donc ça, c'est vraiment la base de la réunion entre les personnes de la communauté. Et il faut qu'il y ait des expériences similaires. L'expérience est ce qui va animer la communauté elle-même. On va le voir en détail avec des choses un peu pratiques. Pour qu'il y ait communauté de marque, donc pour qu'il y ait vraiment une communauté autour d'un éditeur ou d'un libraire ou même d'un auteur, il faut qu'il y ait la même chose. Donc en fait, il faut qu'il y ait ce lien émotionnel. Pour le mettre en place, il ne faut pas parler uniquement de soi, mais en fait, il faut juste servir de support à la relation. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une information descendante, on va faire en sorte de laisser les lecteurs parler entre eux. On va leur installer un espace pour qu'eux puissent dialoguer. Très dur à réaliser, je vais vous montrer comment c'est possible et comment ça a été fait. Et pour ça, on va mettre en place des rituels.
Alors, des rituels, ça c'est très très bien fait par des grosses marques comme, alors, en dehors du monde du livre, comme Salomon ou Apple. Là, il y a une identification très très forte entre leur communauté et la marque elle-même. Parce qu'ils font en sorte de ne pas parler d'eux, mais de parler des valeurs communes et de parler des rituels. Et un rituel, ça peut par exemple être une fête, une réunion. Salomon organise des moments où en fait les snowboarders se retrouvent pour une compétition. Le but, c'est pas de gagner, c'est de participer. Et Salomon est totalement absent. Donc en fait, la marque se met en retrait. Est-ce que c'est possible dans le monde de l'édition? Moi, je ne l'ai pas vu du tout, sauf chez Epic Reads. Alors, Epic Reads, en fait, c'est une batterie d'outils. On a un site internet qui est extrêmement animé, où on trouve des tops de lecture, on trouve énormément de vidéos qui parlent en fait des problèmes des Young Adult Book Addicts, donc les fameux book nerd problèmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit beaucoup? Donc là, on retrouve leurs préoccupations, la bibliothèque, comment lire tant de livres en tant de temps. On va retrouver des petits quiz également. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans les tops de lecture, on retrouve aussi des livres d'autres éditeurs. Seulement, il n'y a pas de lien marchand. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant également des livres d'autres éditeurs, mais par contre, ils ne permettent pas au lecteur d'y avoir un accès direct. Alors, est-ce que quelqu'un sait la maison d'édition qui est derrière ce site web, cette communauté? Yes, c'est HarperCollins, effectivement. Bon, ça, c'est la solution pour réellement avoir une vraie communauté, une communauté de marques avec des liens relationnels forts autour de soi. Sincèrement, ce n'est pas du tout à la portée de la plupart des acteurs, enfin de la très très grande majorité des acteurs du monde du livre. Je voulais vous le montrer pour vous dire, voilà, c'est ça une communauté. Maintenant, ce n'est pas réalisable et il y a d'autres solutions. Les autres solutions sont les influenceurs. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils ont déjà une communauté, une vraie communauté réunie autour d'eux. Je voulais vous lire les commentaires des lecteurs, mais là, ça va être un peu difficile. Ouais. Peut-être sur mon téléphone. C'est intéressant. Moi, je vais souvent voir les commentaires des lecteurs, en fait, sur la vidéo. Alors, la vidéo elle-même, elle vient d'une youtubeuse du Québec qui s'appelle LM Bouquinet. Et quand on regarde les commentaires, on voit des choses, en fait, comme je l'ai acheté hier grâce à ta vidéo. J'aspire à me lever tôt par la force des choses et à me coucher plus tôt et vivre moins de stress. Depuis quelques mois, j'ai un poste de jour, mais impossible de me coucher plus tôt. Bref, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est cette booktubeuse qui, au lieu de présenter ce qu'elle a lu dans le livre, présente comment le livre l'a transformé. Donc elle présente en fait comment The Miracle Morning lui a fait changer sa routine. Donc elle commence par présenter sa routine du matin. Et à côté, on a des commentaires qui disent qu'il n'y a pas d'exagération dans sa chronique, que sa voix est douce et calme, qu'on aime sa manière de recommander le livre. En fait, tout ce que cela montre, c'est que sa manière de faire agit sur deux leviers. Il y a sa personnalité qui est extrêmement importante. Ça permet en fait aux autres lecteurs de se projeter et donc de s'identifier. Quand ils s'identifient, ça veut dire qu'on va faire confiance à la personne qui va nous recommander un livre. Et de l'autre côté, on a l'expérience et l'immersion. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire ce qu'il y a dans un livre, on va proposer d'abord de montrer comment il nous a transformés ou qu'est-ce qu'il nous a apporté. Enfin, la dernière chose et le dernier élément très intéressant de la personnalité des influenceurs, c'est qu'en fait, ils sont en réseau avec tous les autres
influenceur. Donc il faut trouver celui qui va vous permettre d'accéder aux autres. Elle, par exemple, dans ses commentaires, dans les commentaires de cette vidéo, avait le commentaire d'une youtubeuse, une booktubeuse française qui s'appelle Lemon June et qui a une chaîne de plus de 50 000 abonnés, donc qui est dans les tops influentes en France. Donc ce réseau, cette personnalité plus l'expérience font qu'elles ont réuni une vraie communauté de lecteurs. Elles ont finalement ce rôle de catalyseur, mais elles vont plus loin, c'est-à-dire qu'elles peuvent générer aussi des motivations chez les autres lecteurs, des motivations pour devenir eux-mêmes source de recommandations et exister comme lecteurs sociaux sur le web. Quand j'ai essayé de comprendre comment les lecteurs sociaux fonctionnaient, il y a plusieurs profils qui me sont apparus. Alors c'est un peu archétypal, mais ça décrit bien une réalité quand même. Il y a d'abord le solitaire. Le solitaire, je l'ai mis de côté parce que finalement, c'est un lecteur social parce qu'il partage ses lectures sur le web, mais son objectif n'est pas la relation avec les autres lecteurs. C'est bien l'un des seuls. Alors, quels sont ces objectifs ? Ils sont essentiellement de résoudre ces problématiques de gros lecteurs. Alors, ces problématiques de gros lecteurs, elles sont de deux sortes. Ma bibliothèque est énorme, je ne m'y retrouve plus, j'ai besoin de la dupliquer virtuellement sur un outil, sur un blog, ça peut être une plateforme de lecture sociale comme Babelio ou Goodreads, un réseau social de lecture donc, ou ça peut être un blog. Et l'autre problématique, c'est vraiment de garder une trace de toute leur lecture et de ce qu'ils ont ressenti grâce à cette lecture. Ces lecteurs, en fait, produisent énormément de critiques, de chroniques, qui sont très actifs, mais dans leur coin. Si vous regardez leur blog, il n'y a pas de lien vers les médias sociaux. Ils ne sont pas connectés aux autres, ils ne cherchent pas à l'être, du tout. Du côté des lecteurs sociaux qui cherchent, en fait, à entrer en relation avec d'autres lecteurs, on trouve plusieurs profils. Souvent, j'ai mis des flashs parce que ça évolue en fonction de l'assurance que gagne le lecteur. Et cette assurance, il la gagne souvent en suivant quelques influenceurs qui vont l'inspirer. Le suiveur, souvent, il est très très jeune. Ça peut commencer à 13-14 ans. Il va finalement recommencer à regarder ses vidéos pour avoir un rapport décomplexé à la lecture. Effectivement, on lui a recommandé des lectures à l'école, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse fondamentalement. Et en fait, il va accéder à d'autres genres littéraires et à une autre façon de lire beaucoup plus instinctive. Et c'est comme ça qu'il va commencer à lire beaucoup plus. La plupart du temps, ça fonctionne parce qu'il sent que la personne qui lui recommande les livres, donc souvent une booktubeuse, une bookstagrammeuse ou une influente qu'il suit depuis quelque temps. Cette personne, en fait, lui inspire à la fois confiance, mais aussi il s'identifie. Il y a toujours cet aspect de projection qui est très très fort. Il peut rester suiveur quelque temps, mais à un moment, il commence à prendre la parole. Et là, on passe à un profil de commentateur. Le commentateur, il a choisi de commencer à partager, donc à exister. Qu'est-ce qui donne envie à un lecteur aujourd'hui de commencer à partager le livre sur les médias sociaux et à entrer en contact avec d'autres lecteurs ? Mais en fait, je peux vous citer l'exemple de la jeune femme qu'on voit juste à côté, donc, qui s'appelle Émilie Bulldop, qui est aujourd'hui l'influente la plus importante en France, qui peut sincèrement changer le destin d'un livre, en tout cas l'impacter fortement. Elle explique très bien comment elle a commencé à devenir une commentatrice, une lectrice sociale. Elle dit qu'elle vivait dans une toute petite ville et que dans sa famille, personne n'aimait la lecture et que parmi son cercle d'amis, il n'y avait personne non plus et qu'elle avait besoin de partager ça avec quelqu'un. Donc le partage et la mise en réseau, le contact avec d'autres lecteurs, il est essentiel. Maintenant, pour arriver à l'influenceur, là, je pense qu'il faut d'autres choses. On a eu des gens qui ont été extrêmement suivis en France, avec des chaînes YouTube même chose à 40, 50 000 abonnés, qui ont décidé de tout arrêter parce que justement, ils ne voulaient pas occuper ce rôle d'influenceur. Donc, il y a un mélange, je pense, entre un besoin de reconnaissance, mais aussi une mission.
ils se sentent redevables envers leur communauté. Il y a un lien, oui, j'allais dire de dépendance, mais je ne crois pas, mais il y a un lien fort qui fait qu'ils ont envie de continuer à jouer leur rôle vis-à-vis de leur communauté. Donc on voit que l'influenceur, c'est quand même le catalyseur aussi des motivations, et il structure les communautés et la parole des autres lecteurs. Maintenant, l'influence, elle a différentes formes. Avant, on avait la critique littéraire, mais elle existe toujours. En fait, l'influence, c'est une notion globale qui s'adapte à toutes les situations. Par exemple, ma mère, elle m'influence pour tout ce qui est choix des produits en cuisine ou recettes. Elle m'influence aussi pour tout ce qui est, enfin, des trucs un peu ménagers en fait. Et par contre, sur le livre, pas du tout. Je ne vais pas écouter ses recommandations parce que je sais que je n'ai pas d'affinité avec ses lectures et qu'on n'a pas les mêmes goûts. Sur le livre, c'est plutôt des amis très proches qui m'influencent. Donc, en fonction des secteurs, on a des influenceurs et des gens qui nous parlent de manière différente. Donc, il y a des influenceurs qui vont nous changer, nous faire modifier nos comportements et qu'on va écouter parce qu'on a confiance en eux. Donc, l'influence, c'est quelque chose de global. Jusqu'à présent, sur le livre, on avait des leaders d'opinion. Des leaders d'opinion, c'était des gens qui avaient à la fois une notoriété et une expertise qui étaient reconnues, qui avaient aussi un statut social qui allait avec, qui avaient des prises de parole souvent fortes et souvent inspirantes, et qui avaient un accès aux médias traditionnels. Chez nous, les leaders d'opinion en France, ça reste des journalistes. Il y en a quelques-uns qui restent effectivement très importants, comme François Bunel, par exemple. Chez vous, apparemment, est-ce qu'on m'a dit, mais vous pouvez me le confirmer, certains libraires sont extrêmement actifs, sont très visibles et ils sont leaders d'opinion aussi. Ouais. On m'a parlé de Billy Robinson, par exemple. Ok. Ok. Au hasard, effectivement. Du coup, le leader d'opinion peut aussi devenir un influenceur numérique. Mais l'influenceur numérique, c'est celui qui va sur le web, grâce aux médias sociaux et aux plateformes sociales, en fait, développer une communauté, et une communauté fortement engagée autour de sa parole. Donc il faut qu'il ait une expression renforcée sur ces médias pour être désigné comme influenceur numérique. Ce qui est le cas de Billy Robinson, parce que je l'ai vu qu'il était quand même très suivi et très présent sur le web. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement par rapport à l'acte d'achat, l'influence ? Ça, c'est encore de la sociologie que j'ai été chercher. Donc, c'est encore une étude qui montre que souvent, il y a plusieurs sensibilisations du lecteur. Je vous lis le petit commentaire que j'ai trouvé sur Babelio. Cette lectrice dit « Recommandée par une collègue, bien critiquée sur plusieurs blogs, je suis partie avec un bon a priori dans ma lecture de cette adorable BD. » Donc, il y a deux choses en fait qui l'ont déterminée à lire cette BD. D'une part, ça a été cette sensibilisation qu'elle a eue de manière régulière par la critique qu'elle a lue sur d'autres blogs, plus le fait qu'une collègue lui ait recommandé. On a ce qu'on appelle un ensemble de liens forts et de liens faibles qui ont finalement sollicité la lectrice et l'ont déterminée à passer à l'acte de lecture ou à l'acte d'achat. Maintenant, est-ce que l'influenceur, c'est plutôt un lien fort ou un lien faible ? Pour les lecteurs, pour leur communauté, pour ceux qui les suivent, il y a un lien fort, il y a des échanges qui sont très prégnants entre les influenceurs et leur communauté. Ils passent beaucoup de temps à communiquer. Donc souvent, il s'agit d'un lien fort. Maintenant, pour quelqu'un qui ne le suit pas régulièrement, ça ne sera pas le cas.
Ce qu'on peut constater par contre, c'est que sur Instagram, par exemple, quand on voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout d'une dizaine de fois, on voit la même couverture de livre passer, ça impacte le comportement du lecteur. Les commentaires qu'on lit à ce moment-là, c'est « Ah oui, je l'ai beaucoup, beaucoup vu ce livre et beaucoup de personnes m'ont dit qu'il était important, il était essentiel, je vais l'acheter. » Donc ça peut être aussi cette sensibilisation uniquement par des liens faibles. Alors là, on va passer à l'étape un peu rétrospective. Je vais essayer de vous montrer comment ça s'est créé en France, ou en tout cas dans le monde francophone européen, de ce que j'ai vu moi. En gros, le web, avec sa création en 2003-2004, le web participatif commence à émerger. Donc en fait, les internautes commencent à créer du contenu. C'est eux qui alimentent le web. On voit les premiers forums de discussion arriver et se créer. Ces premiers forums de discussion, c'est des communautés technophiles, hein, souvent des gens qui aiment les jeux vidéo et qui commencent à les créer et à se les approprier. Les influenceurs, qu'on appelait à l'époque les blogueurs du livre, apparaissent environ autour de 2004-2006. Ce sont des professeurs, des enseignants, des bibliothécaires, des libraires. Ils ont des blogs assez classiques. Enfin, je pense qu'on a tous l'habitude de voir ce type de blog, avec des chroniques très traditionnelles. Je vais vous les montrer, parce qu'aujourd'hui, on est passé à une autre forme de recommandation. Je pense que je peux m'avancer un petit peu sur la suite pour vous montrer. Ah, ouais, non. Je vais rester là et puis je vous montrerai après. Donc ces influenceurs première génération ont aujourd'hui soit abandonné leur blog, soit ils ont évolué vers ce que j'appelle moi des webzines collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils ont intégré d'autres blogueurs pour travailler avec eux. Et ils ont également souvent intégré les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est ce qui va amener la seconde génération, donc qui apparaît à peu près en 2009-2010. Cette seconde génération, elle est très très jeune, contrairement à la précédente. La précédente, voilà, ils avaient déjà 25 à 35, en 35 ans environ. Là, ils ont 17 ans, ils ne sont pas majeurs, ils ont 19 ans, et ils commencent à s'exprimer, donc via des blogs au départ, mais ils ont des plateformes sociales que sont les médias sociaux qui donnent un retentissement énorme à leur message. Donc ils parviennent à toucher beaucoup plus de gens. Cette seconde génération, en fait, va évoluer tout doucement. Alors, au niveau des dates, c'est pas bon pour les booktubes parce que j'ai pas réussi à vous le mettre dans l'axe. Mais à partir de 2011, on voit les booktubes arriver. Et à partir de 2012, en fait, on voit les bookstagram. Donc, c'est vraiment des comptes Instagram qui sont dédiés à la recommandation du livre et où on ne voit que la recommandation du livre qui apparaissent. Ces deux générations, en fait, se sont créées avec une motivation qui était d'essayer de montrer un genre littéraire qui n'était pas visible et qui n'était pas traité par les médias traditionnels. Est-ce que vous avez une idée des genres littéraires qui ont incité ces deux générations à prendre la parole autour du livre? La fantaisie? Ouais, pour la seconde génération, ouais, un petit peu. C'est pas le cœur, mais ouais, un petit peu. Ouais, dystopie, fantaisie, ouais. Ouais. Ouais, 50 Shades of Grey. Effectivement, il y a effectivement une communauté érotique qui est très très présente sur le web
et qui a un lectorat très très engagé. Mais ils ont existé bien avant. Ils ont commencé en fait avec la première génération. Et après, il y a une seconde génération qui a commencé à en parler différemment, mais qui est beaucoup moins visible. Et la première génération reste essentielle sur l'érotique. Alors, la première génération s'est construite en fait pour essayer de parler de la littérature jeunesse. Parce qu'en fait, dans les médias francophones, on n'en traitait pas du tout. Hein. Il n'y avait pas de presse sur la jeunesse. Là, je vous ai montré un blog qui s'appelle Clarabelle. Et on voit l'occurrence du mot jeunesse dans les tags qui montrent sémantiquement les mots qui sont le plus utilisés en fait, sur son blog. Donc c'est un blog qui reste consacré encore aujourd'hui à la jeunesse. Et la deuxième génération, en fait, c'est le young adulte. Alors, ça peut être effectivement de la fantasy, de la dystopie, mais intégré à vraiment ce genre young adulte où on a ce personnage qui a un peu le roman d'apprentissage pour un jeune public, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les médias sociaux ont complètement bouleversé aussi leur mode d'interaction. Et c'est là qu'on comprend que les deux sont influents, les deux générations restent influents, mais à des niveaux très très différents. Je vais vous montrer. Hop. En fait, quand les blogueurs génération parlaient entre eux, on avait un blog qui lançait une idée. Donc là, je vous montre un blog qui s'appelle Stéphie de Mille et une Frasques. Donc c'est une professeure qui est aujourd'hui directrice de collection et auteure aussi. Elle lance l'idée d'un swap. Ça parle à tout le monde, le swap ? Le swap, c'est, alors je ne sais pas comment traduire ici, mais le swap, c'est un échange entre blogueuses et elles s'échangent des cadeaux. Dedans, il y a un livre, forcément, qu'on veut faire découvrir à une autre blogueuse. Et il y a aussi d'autres petites surprises qui vont rendre sa lecture agréable. Donc, l'expérience de lecture. Souvent des bougies, des bonbons, des choses comme ça. Comment organise-t-elle ce swap ? Elle l'organise en fait en donnant tous les noms des blogueuses, en les associant, et ensuite elles doivent échanger sur leur blog respectif et aller sur le blog de l'autre publier un lien. Donc en fait, je vous résume, je publie une chronique sur mon blog, mais c'est pour une lecture commune ou pour une opération en commun. Si je veux interagir avec les autres blogueuses, je vais poster un lien sur chacun des blogs des participantes. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est centralisé par, j'ai mis le hashtag, mais le mot-clic. Donc, en fait, on a la possibilité non seulement de limiter le nombre d'actions, mais aussi de multiplier le nombre d'interactions via le hashtag, qui est finalement une sorte de repère sémantique qui permet à tout le monde de se rejoindre. Là, je vous ai mis en fait un mot-clic autour du Cold Winter Challenge qui marche très très bien en France. Ce sont des lectures qu'elles choisissent de faire juste pendant l'hiver. Et il y a 4 thématiques. Alors, ça peut être par exemple une lecture ensanglantée. Donc, c'est un polar, mais qui se passe uniquement en hiver avec beaucoup de neige, par exemple. Donc, voilà les thématiques autour desquelles elles se retrouvent. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que les espaces d'influence ont évolué. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette seconde génération d'influenceurs. C'est parce que tout à coup, ils devenaient très, très, très visibles. Et ils parvenaient à toucher le grand public. La première génération, c'était souvent des professionnels du livre ou de l'éducation qui étaient connectés entre eux, qui étaient parfois connectés aux professionnels du livre aussi, et qui parvenaient à parler essentiellement à d'autres amateurs très éclairés. Et la seconde génération qui est arrivée a permis par contre d'accéder à un très très grand public et de permettre même à des non-lecteurs d'être sensibilisés au livre. Alors, quel est l'impact réel de ces nouveaux influenceurs ? On nous dit qu'ils parviennent à modifier les comportements de lecture. On nous dit qu'ils parviennent à impacter les ventes. Moi, je l'ai vu, effectivement.
Par exemple, je sais qu'un très beau livre qui avait déjà un succès très important au niveau mondial ne parvenait pas à toucher un très jeune public. L'influente que je vous ai montrée au tout début en a parlé, mais on a parlé vraiment en s'engageant autour de ce livre auprès de son audience. Et effectivement, l'éditeur a vu les ventes décoller vers un jeune public. Après, on n'arrive pas à tracer cet impact sur les ventes, mais on sait que ça a un effet. Dans le monde des influenceurs, si on les classe, normalement, dans le marketing d'influence, on les classe en 3 parties. On n'a pas chez nous, ni ici, dans le monde du livre en général, il n'y a pas de grandes célébrités, sauf aux États-Unis. Les influenceurs suivis par plus d'1 million de lecteurs, ça n'existe pas dans le monde francophone. Par contre, on peut classer, en fait, distinguer 2 types d'influenceurs. Les top influenceurs, donc ceux qui parviennent réellement à impacter seuls les ventes, et les nano-influenceurs qui ont, selon moi, entre 1000 et 10 000 abonnés. L'intérêt des nano-influenceurs, il est double. On se dit souvent, bon, ils n'ont pas beaucoup de communauté, peut-être ça ne va pas vraiment impacter, et ce que je vais faire avec eux, ça n'aura pas de résultat. En réalité, souvent, on constate que les nano-influenceurs sont suivis par des gens qui ont eux-mêmes des grosses communautés, plus grosses que certaines célébrités. Que l'engagement est plus fort, parce qu'on s'identifie beaucoup plus à ces nano-influenceurs, on a plus de liens, ils prennent plus de temps pour discuter avec leur audience, ils en ont plus aussi. Et il y a une étude américaine qui est sortie, qui s'appelle Micro-Influencer Marketing, a Comprehensive Guide, qui est sortie le 7 mars 2017, et qui explique qu'en réalité, si on arrive à convaincre une trentaine d'influenceurs de s'engager autour d'un livre, d'un projet, d'une maison, d'une librairie, on a beaucoup plus d'impact qu'un post sponsorisé sur Facebook ou que la mise en avant rapide qu'on peut avoir chez une célébrité. Alors, comment évoluent les modes de recommandation? Donc ça, c'est le slide que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je me suis perdue. Avant, donc, on avait un mode de recommandation très, très traditionnel parce qu'on était vraiment dans la perspective de reproduire un petit peu la critique du livre qu'on lisait dans les médias. Donc, on faisait d'abord un résumé. Souvent, on essayait de le faire un petit peu à sa manière à soi. Ensuite, on passait un long moment sur la chronique et sur l'analyse du livre. Et à la fin, rapidement, on donnait un avis global sur sa lecture. Et parfois même, on notait sa lecture. Ces modes de recommandation-là, en fait, pour les blogueurs première génération, ils sont toujours présents. On les voit toujours sur ces blogs. Ils recommandent toujours le livre de cette manière. Maintenant, ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est ce qui déstabilise un petit peu le secteur du livre, c'est qu'il y a une autre manière de recommander le livre. Juste à côté, je vous montre le post de Margot Liseuse, qui fait partie des top influenceuses en France. Il y a un café, une cuillère, une belle table en bois et le livre de Marie Laberge. Et je crois qu'elle décrit dans le post, en fait, simplement son émotion de lecture. Et juste après, elle explique le concept, en fait, le contexte de sa lecture. Donc, elle dit où elle est. Elle dit aussi qu'elle a été acheter des ampoules pour la lampe de sa table de nuit. Parce que la table de nuit, c'est là où on lit. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont à la fois un accès à son quotidien et sa personnalité. Et avant tout, quand elle recommande le livre, elle est sur un visuel qui montre l'expérience du livre et une émotion dans le texte. Voilà comment, aujourd'hui, les modes de recommandation évoluent. Donc, sur de l'expérientiel tout le temps.
Il faut savoir que ça, c'est incité par les médias sociaux. Les médias sociaux sont avant tout expérientiels et serviciels. Serviciel, c'est souvent quand on est une marque, une entité, mais pour des influenceurs, ils sont expérientiels. Est-ce que c'est possible de passer les vidéos? Merci. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'un colis qui m'a été envoyé par Booksub, qui est une application pour téléphone. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vais vous montrer la taille de ce colis et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de découvrir avec moi ce qu'il contient. Moi, je n'en ai aucune idée. C'est totale surprise. Le colis était donc comme ceci. Donc, je l'ai ouvert parce que je savais qu'à l'intérieur, il y avait une autre boîte. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat, vous savez déjà comment est la jolie boîte à l'intérieur. Et je vais vous montrer ça. Elle est trop belle. Donc, voilà la boîte qu'il y avait à l'intérieur du colis. Donc, bon, elle est quand même assez grosse, hein, comme vous pouvez le voir à côté de ma petite tête, quoi. Donc, du coup, elle est super jolie. Il y a un petit papier avec marqué Open Me. Ne t'inquiète pas, je vais t'ouvrir très vite. J'ai très très hâte aussi. Il y a le petit papier avec marqué pour Audrey le souffle des mots de la part de Books Up. Donc c'est vraiment très gentil à eux de m'avoir envoyé cette surprise. Et que contient du papier cadeau. Oh là là. Oh mais ils sont tous emballés en fait. Oh c'est super joli. Alors là, vous venez d'assister à une vidéo unboxing. Le unboxing dans le vocabulaire de la booktubeuse, c'est le moment où on déballe les cartons de livres. En soi, c'est une fête. Voilà. Ces vidéos unboxing, book haul. Alors le book haul, c'est là où on présente les livres rapidement, mais on ne les a pas encore lus, donc on ne va pas dans le détail. Nous avons le vlog. Le vlog, c'est le moment vraiment où on fait un article de blog, où on chronique le livre. Nous avons les acquisitions livresques, c'est-à-dire le moment où on a acheté plein de livres et on les présente un à un. On ne les a pas encore lus, hein. Il y a la pile à lire aussi. Voilà, il y a tout un lexique très très détaillé. Ces rendez-vous en fait sont en train de changer tout doucement. Quand on observe les chaînes YouTube des top influentes, on va de plus en plus vers quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle le lifestyle de grand lecteur. C'est-à-dire, on va vers le mode de vie. Est-ce que je peux passer la seconde vidéo ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une routine de lecture que vous m'avez énormément demandé. Première chose essentielle du matin, enlever la couverture de protection de mon fauteuil. Oui, parce que la petite boule noire que vous voyez là-bas aime ce fauteuil, je pense, autant que moi, voire plus. Et chat plus fauteuil égale plein de poils partout. Alors, je ne vais pas vous laisser avec cette vidéo parce qu'on m'a dit qu'il ne restait que 5 minutes. Je vais essayer de vous montrer le reste. Mais en gros, on est de plus en plus vers effectivement cette recommandation où on va favoriser des sélections thématiques, donc des tops de lecteurs, ou alors des sélections thématiques plus en fonction de la saison, que lire en hiver, mes meilleures lectures de la rentrée, des choses comme ça. Et beaucoup de vidéos sur les habitudes de lecture. C'est comme ça que YouTube est en train d'évoluer, ce qui laisse finalement assez peu de place au livre lui-même et à la chronique du livre lui-même, à ce qu'il y a dans le livre, même si on en parle via de l'expérience. Alors, le nouveau lieu de la recommandation du coup littéraire, c'est Instagram. Sur Instagram, on a de nouveau le temps de recommander le livre. Là, je vous montre une publication de Marion Montmorency. On a non seulement une très belle photo avec la mise en scène, ça c'est le premier accès au livre, mais on a également une vraie chronique de livre. D'abord, elle nous dit qu'elle est passionnée par les destinées féminines, donc elle nous donne en fait un accès à ses goûts littéraires, au contexte, et ensuite elle va nous résumer le livre, elle va le chroniquer, elle va nous donner un avis très précis dessus. Donc on a quelqu'un qui fait le travail que les blogueuses faisaient avant, mais sur Instagram, et c'est lu et c'est commenté. Ici, on a quand même 725 j'aime sur cette publication. Ces contenus qu'on voit et qui restent sur Instagram, on les appelle les contenus evergreen. Dans des contenus, en fait,
on prend soin de créer quelque chose de très visuel, de très inspirationnel, de très beau, parce qu'on sait que c'est le premier accès, en fait, au livre. Une fois que cet accès est réussi, on peut prendre le temps de discuter, on peut prendre le temps de parler du livre. L'autre manière de recommander sur Instagram qui monte et qui devient très, très, très importante, c'est la stories, c'est-à-dire le contenu éphémère. Il y a deux types de contenus éphémères sur Instagram, c'est le live et la story. Alors la story, c'est un contenu qui peut être soit des photos, soit des petites vidéos, et elle permet elle est disponible que 24 heures et elle permet à peu près de tout faire. Je ne vais pas vous les montrer, mais je vais vous les décrire parce que je ne vais pas avoir le temps. Mais en gros, la story que vous voyez juste là, sur votre gauche, de Margot, elle commence par expliquer qu'elle vient d'aller à la médiathèque. Ensuite, elle dit qu'est-ce qu'elle a ramené de la médiathèque. Et après, elle présente les livres rapidement. Et ensuite, elle parle de la lecture en cours dans le livre. Donc, elle a emprunté un Benoît de Groot qui parle du féminisme. Et elle explique que c'est une lecture beaucoup plus accessible que le second sexe, que le deuxième sexe. Oui, j'ai tendance à mélanger. Donc, en fait, on a quand même un accès direct et elle parle face caméra à ses lecteurs. L'autre côté, on a quelqu'un qui est beaucoup plus sur des lectures adolescentes. Et en fait, elle, sa story commence le matin tôt avec son livre, un café. Elle le termine dans la journée, elle va le poser dans sa bibliothèque, elle montre la série qui vient de se terminer avec un petit regard triste, et ensuite elle en ouvre un autre, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a vraiment la journée du lecteur. Ces stories sont très regardées, parce qu'elles sont faciles dans la sursollicitation qu'on a vue tout à l'heure. C'est très très simple de mettre une story et de faire quelque chose d'autre en même temps et de la regarder uniquement quand elle nous interpelle et quand il y a un moment important. Souvent, on y parle d'update de lecture, c'est-à-dire qu'on va parler d'une lecture en cours et ensuite on va mettre une chronique ailleurs. Mais en fait, le lien, il se crée sur Instagram de plus en plus. Et l'avantage de ce format, c'est que le lecteur a l'impression que l'influente lui parle directement, à lui, et seulement à lui. Ces modes de recommandation que je vous ai montrés, ce n'est pas valable pour toutes les communautés de lecteurs. On est sur un lectorat très bienveillant, très attentif, quand il n'aime pas un livre, il n'en parle pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y a des communautés de lecteurs qui sont totalement différentes, notamment la communauté manga que j'ai pas mal étudiée. Donc le manga, plutôt pour les hommes. Hein. Il y a différents types de mangas, donc plutôt le shonen ou le seinen. Eux, ils ont des espaces d'intervention différents. Par exemple, ils ne sont pas du tout sur Instagram. N'essayez pas de les trouver là. Et ils pratiquent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus présents sur des forums, Twitter ou YouTube. Maintenant, leur manière de recommander le livre, ça ne va pas être via des jolis visuels inspirationnels ou des vidéos unboxing, par exemple. On va plutôt être sur une expertise très pointue. On va débattre de tout, de la traduction, du choix de la couverture qu'a fait l'éditeur, du mode de narration, de comment évoluent les personnages. Enfin, c'est très, très, très précis. Impossible de leur parler si on n'a pas la même expertise qu'eux parce qu'on n'aura pas le même langage. Et de la même façon, ils n'hésitent pas à être polémiques. Beaucoup des influentes que je vous ai montrées donnent des petits noms à leur communauté. Margot, par exemple, c'est Mes Petits Renards. Et lui, le chef otaku qui recommande du manga, appelle sa communauté bande de nazes. Voilà. Donc, ne partez pas sur un principe « je connais mes lecteurs », n'hésitez pas à aller en profondeur, creuser dans leur pratique, n'hésitez pas à tenter de vous immerger dans cette communauté et de comprendre comment ils fonctionnent. C'est en comprenant comment ces lecteurs fonctionnent qu'on parvient réellement à les engager et à les toucher.
Je vous remercie.